16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Bonjour à tous et bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter en compagnie d'un garçon que j'adore, même s'il joue parfois avec mes nerfs et m'humilie en public. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Je ne vois pas à quoi vous faites référence Stéphane, je ne suis que bienveillance à votre égard. Je n'arrête pas de souligner à quel point vous êtes une sommité, une référence absolue en histoire. Bon, peut-être un chouïa moins en géographie, à en croire la précision de votre dernière anecdote. Oui, c'est vrai. Je suis allé récemment c'est dans la liste des villages préférés des Français, à Rocroi. Et Rocroi s'écrivait avec un Y. Et du coup, ils l'ont remis, mais ils ont perdu le Y depuis. Ou c'est le contraire, je ne sais plus. Je crois que c'est le contraire. Attendez, je pense que c'est le mot roi qui a induit en erreur à la fin, et donc ils ont interdit de l'écrire comme ça. J'étais mauvais là sur ce coup-là. Non, en histoire, vous assurez plus qu'en géographie. Je l'aurai. En attendant de m'avoir, présentons nos trois personnages du jour, trois dames qui ont connu la gloire et les déboires, Stéphane. Oui, Mathieu a commencé par une marquise, l'exubérante Luisa Casati, l'une des plus grandes fortunes d'Italie au début du XXe siècle, qui préfère les soirées extravagantes au dîner de la bonne société. Elle a été muse et mécène de nombreux artistes, se baladant avec plume et boa, un vrai, avant de tristement se retrouver sur la paille. Puis je vous raconte le destin de celle qui fut l'inoubliable interprète d'Emmanuel, la comédienne Sylvia Christel, qui s'est déshabillée à l'écran, un rôle qui lui a beaucoup trop collé à la peau, vous verrez. Et puis Mathieu, de votre côté, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une diva qui a mal fini. Oui Stéphane, plus de tabou entre nous, il y a longtemps que je brûlais de vous le dire. Elle a connu la gloire mondiale avant de sombrer dans le piège pernicieux de l'alcool. Qui était Whitney Houston ? C'est une pute. Avait dit Gainsbourg, Stéphane, avait dit Gainsbourg, mais vous verrez qu'un portrait plus nuancé de la célèbre diva est possible en parlant de diva. Elle est si marquée par l'épreuve du quiz et ses questions de fond que parfois toute seule, dans l'open space, elle se parle à elle-même. Moi, je pense que Jeanne Masse a chanté toute première fois avant les premiers codes barres. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach. Chaque après-midi, vous entrez dans l'intimité des grands de ce monde. Oh, moi qui suis un être si romanesque, et maintenant je vais être identifié pour toujours à la marche des rois de Verdi. Oui, c'est pas mal. Non, mais j'aurais préféré, tiens, voilà du boudin. Mais c'est pas grave. Écoutez, aujourd'hui, je me mets dans votre roue pour vous raconter l'histoire de Mercedes Jelinek. Elle a donné son nom à une célèbre voiture, mais elle n'en a jamais elle-même possédé. C'est une histoire assez étonnante, vous verrez. Moi, je pensais que c'était Mercedes-Benz. Et ben oui, Mercedes-Benz, mais à l'origine, c'est la fille du créateur de la marque de voiture. Alors lui, il remonte pour nous aux origines d'un objet, d'une invention, d'une mode. C'est David Castello-Lopez. Vous remontez. Et aujourd'hui, Je sens que c'est un coup de gueule aujourd'hui. Non, pas forcément. Non, c'est cette chose qui n'existait pas quand j'étais enfant et qui a brusquement commencé à exister, qui sont le café gourmand. Oui. Ouais. C'est quand les gens veulent pas prendre de dessert, Exactement. mais en même temps ils veulent une touche de sucré avec le café. Exactement. Et c'est une invention complètement marketing, complètement brillante. Oui. Et ça j'ai marche. trouvé Les la gens ont le personne qui sentiment l'a de faire du inventé. régime. Puisque dans certaines rations, ça coûte plus cher qu'un dessert. Oui. Il faut dire que la taille des trois petites milliardises est plus grosse qu'un dessert. Oui. finalement. Vous venez quand même un tout petit peu me manger C'est la vrai. laine sur le dos. Mais Là. C'est vrai, calmez-vous, mais moi, Olivier. c'est Alors vrai. Olivier, lui Justement. s'intéresse à un autre plat, évidemment, l'histoire d'une Oui, mais recette. qui n'est pas une escroquerie là pour le coup, et qui sont les petits farcis. Je vous emmène dans la région niçoise. Manger ce délicieux plat d'été. Farci à la courgette de Nice, la petite. Oui, Ah oui. oui. Hein, À celle la qui- petite maison, c'est super. Chez Oh. Nicole. Oh, je vois que monsieur est Ah, un bah, spécialiste. On a son adresse. Enfin, si comme Clémentine, vous brûlez de savoir si les codes barres ont été inventés avant ou après Jeanne Masse, rendez-vous aux alentours de 5h-10 pour Burn to be Alive, le quiz où la petite histoire croise la grande. Et pour commencer, les amis, découvrons notre première héroïne à avoir connu gloire et déboire. Stéphane Bern nous raconte la marquise Luisa Casati. Europe 16h-18h, 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Elle est montée très haut, puis tombée très bas. Je vous parle de la marquise Luisa Casati, et vous le savez très bien puisque c'est vous, Stéphane, maintenant qui allez nous raconter sa folle vie. C'est une silhouette fantomatique qui hante les rues brumeuses du Londres des années 50. On ne distingue pas son visage, dissimulé derrière un voile noir, penché sur les poubelles qu'elle fouille dans l'espoir d'y découvrir un joli bout de tissu ou un objet précieux. Qui peut imaginer, en la voyant,
que cette femme a autrefois vécu dans l'opulence la plus extravagante et régné pendant des décennies sur la vie mondaine et artistique européenne. En réalité, elle a même été marquise, la marchesa Luisa Casati, Stampa di Soncino, l'une des plus grandes fortunes d'Italie. Pour la rencontrer, il faut remonter le temps. Luisa naît en 1881 à Milan. Son père est un capitaine d'industrie textile que le roi d'Italie Umberto Ier a fait comte. Alberto von Hamann, il est d'ascendance autrichienne, acquiert la villa Amalia en Lombardie alors que Luisa n'a que 6 ans. La petite fille grandit dans le luxe, mais ses 2 parents disparaissent alors qu'elle est encore une adolescente. Luisa est seule et triste. En 1900, à 19 ans, elle épouse Camillo, marquis de Casati, rejeton d'une grande famille de la noblesse italienne. Ensemble, ils ont une petite fille, mais la marquise n'est pas faite pour la vie familiale bien rangée. Les dîners de la bonne société l'ennuient profondément. Luisa a de l'argent, elle a des titres, mais elle en veut plus. 3 ans après son mariage, la jeune femme rencontre Gabriele D'Annunzio, le grand écrivain populaire de 20 ans son aîné. Ils deviennent amants. C'était la seule femme qui m'émerveillait, dit le poète, pourtant connu pour ses multiples conquêtes. Ensemble, ils prennent de la cocaïne, rêvent d'un monde tout entier dépourvu de médiocrité. Fuir la banalité est sans doute la devise de Luisa Casati. En 1910, elle s'installe à Venise, au Palazzo dei Leoni sur le Grand Canal, qui est aujourd'hui le musée Peggy Guggenheim. Elle le décore d'oiseaux exotiques empaillés, de squelettes de dinosaures, de statues égyptiennes. Rien n'est trop extravagant pour celle qui se promène, dit-on, la nuit dans les rues de la ville, nue sous son manteau de fourrure, entourée de ses 2 guépards, un boa constrictor autour du cou. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls animaux de sa ménagerie extraordinaire, qui compte aussi 2 paons blancs et des merles albinos que leur maîtresse teint de couleurs différentes selon le thème de la soirée qu'elle donne. Plutôt que de soirée, il faut parler de fêtes extraordinaires. Sur le perron de la villa vénitienne accostent les gondoles chargées des plus grands artistes d'Italie et d'Europe. Les danseurs Václav Nijinsky, la danseuse Isadora Duncan. Et en 1917, c'est dans son palais romain que Luisa reçoit Pablo Picasso. Le peintre décrit le spectacle grandiose de la salle à manger illuminée par des braseros. Des valets en habits du XVIIIe siècle y jettent de la limaille de cuivre sur les flammes pour les rendre vertes. La marquise Casati ne donne pas de dîner, elle offre des performances. Le boa est toujours là, endormi sur une peau d'ours polaire. La fête continue, mais la marquise ne l'est plus vraiment. Luisa s'est séparée de son mari voilà 3 ans. Elle ne divorcera vraiment que bien des années plus tard. Elle peut malgré tout garder son nom et son titre. Elle cherche à s'oublier dans la fête et le spectacle, mais sa démarche est plus ambitieuse encore. La Casati veut se mettre en scène au point de devenir, selon ses propres mots, une œuvre d'art vivante. Pour se transformer, elle revêt d'abord les créations les plus folles des grands couturiers de son temps, de Paul Poiret à Mariano Fortuny. Un soir, c'est une robe de plumes d'aigrette qui tombe au fur et à mesure de la soirée jusqu'à la laisser presque nue, à minuit. Le lendemain, c'est une coiffe de plumes de paon trempée dans du sang de poulet fraîchement tué. Ses toilettes sont des tenues de scène. Elle fait d'ailleurs appel aux costumiers des ballets russes pour les lui dessiner. Parfois, les créations sont presque des manifestes artistiques, comme ce vêtement composé de petites ampoules qui lui donnent des décharges électriques. Luisa Casati est fascinée par l'art. Son ami Alberto Martini lui présente les milieux de l'avant-garde et de la bohème. Futuristes italiens, surréalistes, loue son esthétique extravagante. Pour accentuer sa transformation physique, Luisa teint ses cheveux courts en rouge, blanchit son teint et verse des gouttes de belladone dans ses yeux verts brûlants pour en dilater les pupilles. Et pour immortaliser sa transformation, elle passe commande aux plus grands artistes de sa génération. Man Ray et Adolphe de Meyer la photographie, Giovanni Boldini la peint, Jacob Epstein la sculpte dans le bronze. Luisa Casati devient la femme la plus représentée de son temps, sur plus d'une centaine d'œuvres en tout genre. Régulièrement, la Casati s'entiche d'un artiste et lui commande assez de toiles pour le faire passer de la misère à la richesse. En 1923, Luisa achète le Palais Rose au Vésinet, à l'ouest de Paris. Au Ritz, la marquise entretient amants et amantes et crée des répliques d'elle-même en cire, coiffée de perruques de ses propres cheveux. Mais ces extravagances ont un prix. Les dettes s'accumulent. Luisa ne veut pas les voir. La crise de 29 aggrave encore sa situation. La marquise a 50 ans et doit des centaines de milliers de francs. Alors elle vend.
La Villa Amalia, les parts qu'elle détient encore dans les usines familiales, le Palais Rose. Louisa, qui a toujours été fascinée par l'occulte et tient des séances de spiritisme, pense être poursuivie par des démons. Ce sont plutôt les créanciers. La marquise se croit-elle à l'abri et protégée ? Un jour de 1932, Louisa Casati signe un chèque sans provision. Et sa vie bascule à tout jamais. Europe 16h-18h, 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Elles ont connu la gloire et les déboires. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi et la parfaite description de la stupéfiante marquise Louisa Casati dont vous nous racontez, Stéphane, les fêtes somptueuses qu'elle donne et son ambition de côtoyer les plus grands artistes de son temps pour devenir sous leur pinceau une œuvre d'art à son tour. Mais à force de champagne et de robes de luxe, la Casati est ruinée et elle vient de commettre le geste de trop en signant un chèque en blanc. La marquise est poursuivie en justice. Elle écope de 2 mois de prison ferme. Ses biens sont condamnés à être liquidés. Louisa Casati envoie un message à son ancien amant, Gabriele D'Annunzio, injurié et désespéré. « Câblez-moi 10 000 lire ». Un message qui restera sans réponse. Le 17 décembre 1932, elle assiste impuissante à la dilapidation de tous ses biens sous les coups de marteau implacables du commissaire-priseur. Argenterie, porcelaine, robes, mobilier Louis XVI, jusqu'aux mouchoirs brodés et aux gants de toilette, tout y passe. Sentant venir la chute, Louisa Casati a bien essayé de trouver un nouveau mari. Elle est même allée jusqu'à New York rencontrer un homme suffisamment riche. Pour se montrer à la hauteur de sa réputation, elle a loué un reptile contre une grosse somme d'argent aux eaux de Central Park. La manœuvre n'a pas fonctionné. Louisa est repartie seule. Cette année-là marque sa dernière apparition mondaine et la fin de ses aventures sentimentales. Pour échapper à la prison, la Casati se réfugie en Angleterre. Elle vit, ou plutôt survit, de la générosité de ceux qu'elle a autrefois tant subventionnés. Le peintre Augustus John l'accueille à Londres et la peint une dernière fois. En 1954, Cecil Beaton, celui qui a immortalisé la reine Elisabeth II pour le cliché officiel de son couronnement un an auparavant, la prend en photo. À plus de 73 ans, la vieille marquise porte sa main devant son visage pour se dérober à l'objectif. 3 ans plus tard, Louisa Casati meurt d'une attaque cérébrale dans son petit appartement d'une seule pièce, au cœur de la capitale anglaise. Elle est enterrée avec son chien préféré, un pékinois embaumé et une paire de fossiles, maigre témoignage de son passé extravagant. Mais que la Casati soit rassurée, ces incroyables performances ont suffisamment marqué le siècle pour qu'on s'en souvienne encore aujourd'hui. Son personnage a autant inspiré les écrivains, y compris Jacques Kerouac, qui lui consacre un poème, que les créateurs de mode contemporains, de John Galliano à Sonia Rykiel. Pour certains, Louisa Casati serait même la véritable inspiratrice des exubérances de Lady Gaga. Muse, mécène, sans la divine marquise en tout cas, sans ses frasques et son absolue incapacité à gérer son argent, plusieurs des très grands noms du XXe siècle n'auraient sans doute pas pu vivre de leur art. Europe 1, Historiquement vôtre. Et pour continuer à parler de Louisa Casati, nous sommes avec l'écrivaine Camille de Peretti qui en fait l'héroïne de son roman. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Camille de Peretti, vous avez en effet publié La Casati aux éditions Stock. On vient de le voir, la vie de Louisa Casati est un roman. C'est une mine d'or, j'imagine, pour une écrivaine. Oui, absolument. C'est un personnage très romanesque et tellement romanesque que par moments c'était trop en Mais fait. oui. Et je me disais, les gens vont pas le croire. Mais heureusement, c'est beaucoup de recherches et j'ai été à chaque fois confrontée à des légendes et quand même beaucoup de vérités que j'ai réussi à trouver. Ouais. Alors, c'est une question qu'on peut se poser à l'issue de ce récit effectivement très romanesque. On dit que sa vie est romanesque en soi. Pourtant, elle est pas très connue en France. Elle est méconnue aussi en Italie ou elle est un peu plus célèbre en Italie ? Non, à part dans un petit milieu, surtout dans le monde de la mode. Elle a beaucoup inspiré Karl Lagerfeld aussi, par exemple. Et Lady Gaga, c'est vrai, elle l'a citée à plusieurs reprises. Elle est pas connue du tout. C'est incroyable. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est la femme la plus portraitisée dans l'art après la Vierge Marie et Cléopâtre. Oui. Ce qui est dingo. Mais la plupart de ses portraits sont dans des collections particulières et pas dans des musées. Ça explique le fait qu'elle ne soit pas dans les mémoires, dans la mémoire collective. Et En c'est partie, plus oui. quelques gens assez pointus dans le milieu de la mode qui se souviennent d'elle. Ouais. Et ce qui frappe évidemment, ce sont les audaces et les extravagances de Louisa Casati. Sa ménagerie, par exemple, toujours avec son boa, qui n'était pas un boa de plume, mais un boa... Anaxagarus, il s'appelait. Ah voilà, il a un nom. Il a un nom, Anaxagarus. Mais- Elle était très attachée à ce serpent, apparemment. Mais elle aimait tous les animaux, mais elle leur faisait
elle Oui, elle les traitait pas très bien, du coup. oui, c'était l'époque aussi. Il faut voir Oui. qu'on n'avait pas. Il n'y avait du pas tout... Brigitte Bardot. Oui, c'est oui. ça. Non, mais ce C'était qui est fou, différent. c'était aussi la mode, vous l'avez dit, elle avait des tenues extravagantes. Au fond, sa vie, elle l'imaginait comme un théâtre vivant, comme une fête permanente. Oui, oui. Quand on parle de fête, elle a quand même fait privatiser la place Saint-Marc à Venise pour 10 000 personnes. Donc Ça, c'était c'est quand pas même des mal, grosses ça. fêtes. Pour cette fête-là, d'ailleurs, qui était très mémorable et dans les annales où on a beaucoup d'archives, elle avait demandé à 2 serviteurs noirs d'être entièrement immergés dans un liquide de peinture d'or et d'être nus et de tenir des flambeaux derrière elle pendant toute la soirée. Et en fait, les pauvres garçons ont fait une intoxication à la peinture et parce que leur peau ne pouvait plus respirer et ils ont failli en mourir. Donc elle était quand même, elle traitait ni les animaux, elle était Ni les dans êtres son Stéphane, délire, vous quoi. organisez une fête bientôt. Renoncez tout de suite à cette idée. J'ai vu votre regard s'allumer. On renonce à Non, cette non, idée mais d'immerger des gens dans j'aurais l'or. jamais eu Je vous le cette dis. idée, Oui, non, mais vous imaginez, êtes capable de la oui, reprendre. oui. je vous connais. On continue à parler de nos dames qui ont connu la gloire puis les déboires et de Louisa Casati en particulier avec notre invitée Camille de Peretti sur Europe 1. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Elles ont connu la gloire et, plus tard, les déboires. On en parle avec notre invitée, l'écrivaine Camille de Peretti. On parle de Louisa Casati, dont Stéphane nous a raconté la vie haute en couleurs. Dans votre livre, La Casati, vous écrivez « Cette accumulation à mi-chemin entre le zoo et le cirque donne une vision spectaculaire et fallacieuse de ma marquise. » C'est pas que de la mise en scène. On aurait trop vite fait de la ranger dans la catégorie superficielle, alors que c'est pas tout à fait le cas. Non, c'est pas le cas. Je pense que c'est... Alors évidemment, pour une biographe, dire qu'on s'est attaché pendant 2 ans de sa vie à un personnage Oui, on superficiel, peut pas c'est le dire quand de même toute façon. l'aveu d'un échec. Mais non, c'est pas ça. C'est que je pense, d'abord, c'était une femme extrêmement cultivée, qui avait un œil incroyable. Elle a lancé des artistes comme Man Ray. L'histoire avec Man Ray est géniale. Man Ray débarque à Paris, c'est un jeune photographe américain, il connaît personne. Elle, qui est toujours à la pointe, entend parler de ce jeune garçon, lui dit « Venez me voir au Ritz, prenez-moi en photo ». Et en fait, en allumant ses lampes, il fait sauter les plombs. Donc il est très embêté, il dit « Bon, on va faire avec la lumière naturelle », mais à l'époque, pour poser, il fallait pas bouger du tout. Donc le temps de pose était long. Elle, la marquise étant assez irascible, n'arrête pas de gigoter dans tous les sens. Man Ray repart. Et quelques jours plus tard, elle appelle en lui disant en fait, c'est raté, tout est flou, je suis navrée. Elle dit d'abord, c'est pas vous qui décidez, c'est moi. Donc, vous m'apportez les photos et c'est moi qui vais dire si elles sont bonnes ou pas. Et la photo de Man Ray, que beaucoup de gens connaissent sans savoir que c'est la photo de la marquise Casati, c'est cette photo d'une femme qui a 6 yeux. En fait, comme elle avait bougé les yeux, il y a les yeux qui sont superposés. Ça fait un flou Ça fait artistique. 3 paires d'yeux, en fait. Une femme avec 3 paires d'yeux. Et elle lui dit, ça, c'est la photo de mon âme. Elle est extraordinaire, elle la donne dans tout Paris. Et après, Man Ray était lancé. Tout le monde voulait une photo de lui avec des yeux comme ça, dingo. Donc voilà, c'était quelqu'un qui avait vraiment un don pour repérer les talents. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle poursuivait comme objectif dans la vie? C'était fuir l'ennui, fuir cette société conventionnelle qu'elle avait connue, ou c'était vraiment créer de l'art, être une sorte de happening artistique en permanence? Peut-être les deux, et puis peut-être aussi l'amour. Je crois que c'est quelqu'un qui a été très seul toute sa vie, qui a toujours couru après un grand amour et qui, à part avec Romaine Brooks, qui était cette peintre, qui était la maîtresse de Nathalie Barney et qui a vécu une passion merveilleuse avec la Casati, mais de courte durée, à part ce moment dans sa vie où elle a eu Romaine, elle a toujours voulu qu'on l'aime, et cette manière de se faire représenter, etc., c'était pour qu'on la regarde, pour qu'on l'admire, mais elle a eu une enfance assez difficile, très solitaire. C'est pas parce qu'on a plein d'argent qu'on est forcément heureux. Oui, Stéphane Donc, peut vous en parler. Arrêtez. Vous pouvez parler, vous. Qu'est-ce que vous racontez? Un point, on a dit qu'elle avait mis le pied à l'étrier de plein d'artistes, notamment Man Ray. On a parlé de son œil, mais justement, comment ces artistes la voyaient, elle? C'est-à-dire, ils pensaient qu'ils la prenaient un peu pour une illuminée, ou au contraire, ils la prenaient au sérieux? Ils voyaient qu'elle avait un œil et que ça pouvait... elle payait leur loyer quand même, donc ils la prenaient au sérieux Ils de étaient fait. obligés. Il y avait beaucoup de mécénat à l'époque, donc oui, et ils la prenaient au sérieux. Ils étaient souvent son amant. Ah Enfin, oui, voilà. c'était un package. Quoi. Il C'était fallait un petit peu, package, voilà. tout ça marchait ensemble. Et je pense qu'ils étaient tous capables de reconnaître l'intelligence et le fait que cette femme était très cultivée. Oui, mais elle ne savait pas compter. Ça, c'est son problème. Vous voyez, il faut faire attention quand même. Hein. Alors, on a l'impression que du jour au lendemain, sa vie bascule avec cette histoire de chèque en blanc. Ça a été soudain ou déjà son rapport à l'argent était compliqué parce qu'elle ne comptait pas, elle dépensait sans faire attention? Ma théorie, c'est que
alors après, d'autres gens pourront dire que c'était pas ça, mais ce que moi j'ai compris, c'est qu'elle était un peu comme une joueuse de casino, c'est-à-dire qu'elle jouait pour perdre. Elle dépensait l'argent Ça parce lui que brûlait les doigts. Elle ça pouvait lui- pas le garder. il y avait une forme d'adrénaline et plus elle dépensait, l'argent était son langage. Elle savait très bien ce que c'était que l'argent. Depuis qu'elle est née, on lui parle d'argent. Elle n'a jamais eu affaire qu'à des comptables et des banquiers. Elle a perdu ses parents à 13 ans et depuis, elle est entourée de gens qui gèrent sa fortune. C'est une des plus grosses fortunes d'Italie. Donc elle n'est pas du tout écervelée, etc. Mais l'argent lui permet d'exister et plus elle dépense et plus elle se sent exister. Et il y a un moment où ça la dépasse totalement et il faut dépenser des sommes astronomiques pour, enfin, à chaque fois, avoir le frisson, quoi. Et elle finit évidemment par tout perdre, comme une joueuse de casino, vraiment. Moi, quelque chose m'attriste et me choque un peu, c'est que tous ces artistes qu'elle a lancés, une fois lancés et une fois qu'ils ont eu du succès à leur tour, ils ne l'ont pas aidée en retour. Comment elle a pu finir dans le dénuement? Elle a fini vraiment clocharde. Elle fouillait dans les poubelles de Londres pour survivre. Hein. Alors, quand même, Augustus John, il a été sympa vers la fin. Oui. Il l'a hébergé. Oui. Oui, et puis, exactement. Et elle avait quand même 2-3 amis à Londres qui étaient des gens riches et qui lui ont permis de ne pas vraiment crever la faim. Mais elle était quand même pas loin du truc. Ouais. En exergue de votre livre, il y a cette phrase « C'est mon personnage, c'est mon trésor. J'ai le droit de lui faire dire ce que je veux. » Quelles sont les plus grandes libertés que vous avez prises avec la vérité historique? Avouez. Tous les biographes prennent des libertés. C'est normal. D'abord parce que je ne suis pas la Casati, donc à partir du moment où je raconte sa vie, il faut bien que j'invente certaines choses. Peut-être la chose dont j'ai pas trop parlé dans le roman, c'était tout ce côté occulte, sorcière, Le faire tourner les spiritisme. tables, etc., qui m'intéressait moins. Et je me suis dit, bon, ça, peut-être que c'était important dans sa vie, j'en suis pas certaine. Et j'ai pas trop attaché de crédit à toutes ces légendes-là. Surtout qu'elle avait un aspect assez effrayant. Elle cerclait ses yeux avec du charbon, hein, donc c'était plus que du cône. Et elle se plâtrait le visage, etc. Donc elle avait vraiment cet aspect abominable. Et peut-être que les gens ont un peu trop insisté là-dessus. Mais il faut dire quand même, il y a une citation qui dit ne faites pas confiance aux conteurs, faites confiance aux contes, de D.H. Lawrence. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Bravo. Merci Camille Peretti d'avoir fait revivre pour nous et avec nous la Casati, Merci. comme vous l'avez fait dans ce livre au titre qui porte son nom, La Casati, paru chez Stock. Et pour en savoir plus sur la Marquise, je vous conseille de lire La Casati, les multiples vies de la Marquise, un beau livre signé Scott Ryerson et Michael Orlando Iaccarino, paru aux éditions Assouline. Merci beaucoup Camille Merci Peretti. à vous. Europe 1, historiquement vôtre. À suivre, habiter au Ritz, porter des chaussures en diamant, se balader avec un boa constrictor, tout ça elle l'a fait aussi, c'est son quotidien. Clémentine Portier-Keltenbach, notre muse excentrique à nous, arrive pour nous entraîner dans l'intimité des grands de ce monde. Aujourd'hui elle nous présente Mercedes. Bonjour, c'est Non. Mercedes et Non, Janine. une autre Stéphane. Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qui tiennent toujours la route. Clémentine Portier-Keltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on lâche les chevaux pour une belle voiture que son constructeur a choisi de nommer du nom de sa propre fille, Mercedes. Exactement, on est à la fin du 19e et c'est un homme d'affaires qui se nomme Émile Jelinek. Il est à l'époque consul d'Autriche-Hongrie à Nice. Mais c'est à Nice que toute l'Europe se rue, hein. Toutes les grandes fortunes, les personnalités en vue se donnent rendez-vous l'hiver sur la Côte d'Azur. Et cet Émile Jelinek, il est le fils d'un rabbin autrichien. Il a passé une partie de sa vie au Maroc et en Algérie. C'est là-bas qu'il a construit sa fortune sur le commerce du tabac, dans la banque, dans l'assurance. Il est à la tête d'une très importante famille parce qu'il a été marié une première fois avec une certaine Rachel qui est morte en 1893 et dont il a 3 enfants. Quand on connaît la suite de l'histoire, ça fait quand même sourire parce que ces 3 enfants s'appellent Adolphe, Fernand et Mercedes. Bon, Heureusement qu'il a misé sur Mercedes. Hein, parce que sur Adolphe Adolphe, aurait oui. moins marché. Mais bon, il a quand même été victime du premier aussi. Alors, il a ensuite 4 enfants d'un second mariage. Donc, il faut imaginer toute cette petite famille. Il y a donc 7 enfants. Et on les croise très souvent le dimanche sur la promenade des Anglais, chaperonnés par une nounou allemande, tous coiffés d'un chapeau tyrolien en drap vert cul de bouteille. Vous voyez, avec une plume de mandarin. Vous voyez les Autrichiens quand ils ont leur costume typique. Alors, voilà, toute cette petite famille Jelinek se balade sur la promenade des Anglais. Et Émile, qui a fait donc, je le disais, fortune dans le tabac, la banque et l'assurance, lui est un passionné
d'automobile. Or, en ce début de XXe siècle, il y a beaucoup d'originaux fortunés qui sont prêts à investir des sommes folles dans des prototypes très très chers, mais des prototypes à pétrole, vapeur, air comprimé. On essaye un petit peu tout, on tâtonne à l'époque. Et justement, Émile va imaginer une nouvelle auto avec un empattement élargi, un centre de gravité abaissé, une voiture qui sera bientôt équipée d'un moteur de course de 35 chevaux. C'est un engin rapide, moderne, confortable, vraiment révolutionnaire. En 1901, il propose à Daimler d'en usiner 36 exemplaires et avec ce nouveau modèle, il espère qu'il va gagner des courses et puis vendre ce nouveau modèle à tous les nantis qui déferlent chaque saison à Monte-Carlo, à Saint-Raphaël et qu'il connaît bien. Quel nom donner à cette série ? Pourquoi pas justement celui de son orpheline aux yeux verts, Mercedes. Mercedes qui en espagnol signifie grâce. Et sa fille Mercedes est un peu sa chouchoute, c'est son porte-bonheur, son talisman. Donc il a déjà baptisé de son prénom ses maisons, ses bateaux, et il finira même par faire ajouter ce prénom à son propre patronyme pour devenir Monsieur Émile Gélinec Mercedes. À l'époque, il fera remarquer que c'était probablement la première fois qu'un père porterait le nom de sa fille. Alors cette voiture, dès 1901, commence à gagner des courses. Les Mercedes étonnent par leur performance. Vraiment, c'est une voiture à part. Incontestablement, elle commence à rafler tous les prix. Et à l'époque, le secrétaire général de l'Automobile Club de France prononce cette phrase mémorable. Nous sommes entrés dans l'ère Mercedes. Et c'est ainsi, avec le prénom de sa fille pour bannière, que l'Autrichien va devenir le plus important vendeur de voitures de luxe sur la Riviera. C'est en 1911 qu'on adopte la fameuse, vous voyez, la célèbre étoile à 3 points. Vous savez ce que vous aimez les voitures, les bolides. Pardon, non, ça c'est Stéphane. Oui. Vous savez, non. Les bolides, oui. Mais vous savez ce que c'est les 3 pointes de l'étoile sur Mercedes ? Aucune idée. C'est parce que la Mercedes a construit des véhicules sur terre, sur mer, sur air. Et donc les 3 pointes de l'étoile, c'est cela que ça signifie. Bon, la suite appartient bien sûr à la légende de l'automobile. 1926, Daimler fusionne avec la société Benz et rebaptise ses voitures, ainsi que vous me questionniez sur la question tout à l'heure en disant Mercedes-Benz. Voilà, exactement. Que sont devenus... Alors, je précise pour Mathieu que les bois de serre qu'on voit dans les armoiries de Porsche viennent des ducs de Wurtemberg. Mais je ne vous savais pas si féru d'automobile, Stéphane. Oui, enfin, parce que vous avez déjà visité, vous avez des visité la collection Schlumpf à Mulhouse ? Non. Il aime les voitures, il n'a même pas vu. Il n'a pas besoin d'avoir un musée. C'est peut-être pour ça. Finissons cette chronique sur Mercedes. Alors pour les génies c'était fini, non ? Non, j'en termine. C'est quand même sur les déboires, parce que lui, il a été accusé d'espionnage et il a été arrêté par la police genevoise. Il est mort en Suisse où il s'était exilé. Et sa fille, c'était la catastrophe. Elle a fini quasiment à la rue avec un second mari qui est mort de la tuberculose. Enfin, ça s'est très très mal terminé. Elle meurt à 39 ans en 1929. Elle ne s'était jamais intéressée aux voitures. Elle n'en avait jamais possédé. N'empêche, si vous ne me priverez pas de ma conclusion, messieurs, n'empêche que la décapotable 770K, à bord de laquelle Hitler paradait lors des grands-messes national-socialistes, tout comme les limousines de la plupart des dignitaires du régime, portait le prénom de la petite fille du rabbin de la synagogue de Léopoldstadt, spécialiste de la Kabbale. C'est pas beau, ça Merci dommage beaucoup. de s'en priver. Merci Clémentine. Vous restez avec nous, vous montez sur la banquette arrière dans la place du Mort. Stéphane Bern, en route vers le quiz. Dans la place du Mort, c'est à côté du conducteur, c'est pas derrière. Moi je conduis. C'est vous qui conduisez. Je mets Clémentine derrière parce que je suis gentleman et vous à la place du Mort. C'est la famille Fenouillard. Direction le quiz. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Dieu, que notre thème du jour doit résonner cruellement aux oreilles de Stéphane. Ils ont connu la gloire et puis les déboires. Désormais, quand vient l'heure du quiz, tous les prétextes sont bons pour essayer d'éviter l'affrontement ou de disqualifier Clémentine. Allons, vous êtes prêts ? Mais elle a fait son test PCR. Mais oui, on peut jouer. Jouons à Burn to Be Alive. Stéphane, première question. Commençons par évoquer les années 70. On peut considérer Jacques Chaban-Delmas comme le dernier homme politique à avoir poussé une législation laxiste envers la sécurité routière en France. Il a même fait passer une loi où l'ivresse était une circonstance atténuante. Vrai ou faux ? Jacques Chaban-Delmas. Je sais qu'on était très cool à l'époque et que Pompidou avait dit mais foutez donc la paix aux Français.
On était trop cool même à l'époque, on peut le Je dirais dire. oui. Je dirais oui. Vous dites oui. Vous avez perdu. C'est ce que j'appelle un quiz qui commence bien, Mais, puisque ouais, c'est on tout fout. l'inverse, Stéphane. c'est le premier Alors, écoutez Ouais, bien, ouais. la seconde femme de Jacques Chaban-Delmas Ah est oui, morte bien sûr. d'un accident de mais oui. voiture. Oui, Eh oui, 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 conscient c'est vrai. d'un effort national à faire, il va Absolument. limiter l'alcool au volant, rendre obligatoire le port de la ceinture. Vous vous rendez Oui. compte que la ceinture n'était pas À l'avant, obligatoire. à l'avant. À l'avant, évidemment, parce qu'il faudra attendre la fin des années 80, je crois, début des années 90, même peut-être pour la ceinture de sécurité à l'arrière. Il va limiter l'alcool au volant et donc rendre le port obligatoire de la ceinture à l'avant et limiter la vitesse également en 2020. Pour quand même avoir une idée là-dessus, en 2020, il y a eu 2550 morts sur la route. En 1972, 16 545. Donc, la ceinture de sécurité et les limitations de vitesse, ça marche. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Dans la mythologie grecque, Jocaste est une femme, elle va avoir 4 enfants, dont Antigone. Le père de ses enfants, vous connaissez l'histoire, c'est Oedipe. Quel est le nom du père d'Oedipe qui a été tué par ce dernier? Il a inspiré le nom d'un discours long et creux. Pas de proposition, après tout, vous êtes Clémentine Portier-Kaltenbach. Bah oui, elle sait, ça c'est évident. Qu'est-ce que c'est? Un discours long et creux, Mhm. amphigourie, Ouh là là, n'allez pas chercher si loin. C'est plus simple. C'est C'est une très simple. élégie, mais je connais Vous que l'avez, ça. Stéphane, ne le dites pas, mais vous l'avez dans votre tête. Un pensum, non, ça fait plutôt latin. C'est une purge, Attends, comment s'appelle-t-il? Un borborigme, un galimatia. Vous les qu'est-ce avez que tous, c'est sauf le mot qu'on cherche, qui est le nom du père d'Oedipe. Il tue son père s'appelle, c'est un nom assez court. Comment s'appelle son Oui, père c'est un nom assez court, c'est un nom très court. Oh, c'est pas vrai. Si ce point vous échappe, vraiment, vous aurez Ah zut, de j'ai quoi vous en honte là. vouloir. C'est Laios, un Laius. Laïus, bravo. Vous avez gagné. Vous avez gagné, c'est effectivement un laïus, et vous avez dit la totalité de la réponse, puisque le père d'Oedipe, c'était Laios, son nom. En 1804, on demande aux élèves de l'école polytechnique d'imaginer un dialogue entre Oedipe et son père Laios, particulièrement inspiré. De très belles copies ont été rendues. Le mot est resté, faire un laïus. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Napoléon, oui, il y a des quotas dans tous les quiz, je me dois de citer au moins une fois Napoléon. Il a été empereur, il a été premier consul, il a été roi d'Italie. À l'époque, l'Italie était 2 fois moins vaste que l'Italie actuelle. Vrai ou faux? Résumons, l'Italie n'était pas encore faite, évidemment. Donc il y avait toute une partie. Voilà déjà qui est finement observé. Bien sûr, toute l'Italie du Lombardie, d'abord, la Lombardie, Le royaume de Naples, le c'était royaume de énorme. Naples était. Bon, il y avait la République parthéno. Parlez quelque chose, oui. Voilà. Qui n'est pas la parthénogénèse. Non. Pardon. Donc oui, elle était. Je sais pas si elle était 2 fois moins vaste. C'est la question que je vous pose précisément. Il faut que ça 2 soit fois moins Et vaste puis l'Italie que l'Italie était actuelle. autrichienne pour une Oui, large mais bon, part, toute la l'Italie partie du Nord. Vénétie, il avait- Et toute le la- sud, c'était le royaume de Naples, Alors, ça cela n'était dit, pas il avait l'Italie. son palais à Venise. Hein, il était jusqu'à Venise. Mais tout le nord. Stéphane tente de visualiser en faisant des grands gestes. Les Dolomites étaient autrichiennes. Le Tyrol était autrichien. Aujourd'hui, ça s'appelle les Dolomites, mais c'est le sud Tyrol. Je dirais oui. Vous avez perdu. Oh, Bah, comment ça? Comment ça? Patatras. C'est pas 2 fois moins. C'était 6 fois moins. Ah, 6 non, fois là moins là. vaste, Oh Stéphane. non. Oh, c'est Non, terrible. mais alors- Oh C'est non, terrible. mais écoutez, C'est terrible oh de se non. tromper à ce Ah point-là. non, mais- Est-ce qu'il confirme le fait que vous n'êtes pas aussi doué en géographie qu'en histoire? Ah non, À mais l'époque, c'est horrible. l'Italie, ce n'était que l'Émilie-Romagne et la Lombardie, soit 46 000 km². Aujourd'hui, l'Italie, c'est plus de 300 000 km². Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Ouais, faites mieux de passer vite à la Non, mais suivante. elle a gagné, parce que- c'est bon. Non, elle n'a pas gagné car vous savez bien que tout est possible dans le quiz et je peux décider, par exemple, de lui retirer 2 points si elle venait à mal répondre à la question qui vient. En 1963, en Israël, des fouilles archéologiques ont permis de découvrir un stock de graines. Le carbone 14 a livré son verdict. C'était des graines de date ayant plus de 1700 ans. La plante n'existait plus, du coup, on les a plantées. Ça a donné 1. Un superbe palmier dattier unique au monde, ou 2. Rien. Je pense que ça a pu donner un palmier dattier parce que notamment on a réimplanté dans la vallée du Nil du papyrus à partir de drageons de papyrus rapportés par Champollion et qui avaient été conservés par les serfs du jardin du Luxembourg. Donc les espèces et les graines en particulier sont pleines de surprises et ça aurait tout à fait pu Stéphane, d'après donner vous, quelque chose. quelle est la réponse à cette question? Ça a donné Moi, je rien dirais ou un oui. palmier? Je crois que ça n'a rien donné. Non. Qu'est-ce que vous répondez, Stéphane, à cette question?
C'est vrai. C'est vrai, oh, c'est une bonne Non, réponse de Stéphane et la Bern. Oui, question et est il a pour répondu moi. plus vite que vous. C'est 2 points pour, c'est 1 point pour Stéphane. Égalité. C'est vraiment beaucoup de rebondissements aujourd'hui dans le quiz. Super chouette. Beaucoup de rebondissements, effectivement. J'ai En honte. Un plus, j'aurais dû palmier. avoir un bonus pour mon dragon du papyrus qui est quand même. Un palmier superbe. Écoutez ça, Clémentine, vous Bah qui n'avez oui, pas oui. du tout Bah, la j'ai- bonne réponse. Bon, d'accord, oui. Un palmier, il a mis 8 mois à pousser. Il a Ouais. été appelé Mathusalem, hein, vous le saviez, Bah oui, Stéphane aussi. Mathusalem, j'ai bien connu. Ces palmiers dattiers étaient réputés, souvenez-vous, des fameuses dates du roi Salomon. Ce sont les Romains qui, en voulant prendre possession de la Judée, ont compris qu'il fallait frapper les dattiers qui nourrissaient la population. Résultat, en 500 après Jésus-Christ, ils disparaissent totalement jusqu'à donc 2013. Question numéro 5 d'un quiz extrêmement Ah serré. non, alors là, si je perds Question, à de, cette... ra- Ah non, question de alors là- rapidité. Alors attention. Depuis 1832, en Suisse, il y a le fameux Naturostisches Museum der Burgengemeinde Bern. Oui, je suis le seul Suisse qui n'a pas étudié le suisse allemand. En français, le Muséum d'histoire naturelle de Berne. Rien à voir avec vous, Stéphane. On peut y voir Barry. Mais qu'est-ce que Barry ? Le seul éléphant empaillé au monde, un Saint-Bernard empaillé mais qui a sauvé des vies à plein de gens, ou un bouquetin empaillé qui a appartenu à Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Deux. C'est une bonne réponse et une victoire Elle a été de plus vite que moi. Clémentine Portier-Kaltenbach, Oui, elle était plus qui a été effectivement plus vive. Un chien empaillé, il est mort en 1814. Oui. C'est un épagnol des Alpes, la race qui a donné un peu plus tard le Saint-Bernard. Il a officié en Suisse près de la frontière italienne. Selon la légende, il a sauvé la vie à 40 âmes humaines et a perdu la sienne à la 41e. Oui. Rest in peace, Barry. Ce quiz t'était dédié. Vous avez finalement... Oui, Bravo. bah vous avez du pot, hein, Triomphé. Mathieu, parce que là, vous passiez pas la journée. Qu'est-ce que hein. vous auriez fait sinon ? Est-ce que vous m'auriez agressé physiquement après cette manipulation honteuse ? J'eusse été capable du pire, Mon Dieu, en tout cas vous avez gagné. y Bravo. compris de la violence physique. Europe 1, historiquement vôtre. Elles ont connu la gloire avant les déboires. C'est le point commun de nos 3 personnages du jour, Stéphane. Oui, absolument. C'est tragique, hein. Je ne vous souhaite pas de connaître la même trajectoire, même si dans votre cas, il faudrait déjà que vous connaissiez d'abord la gloire avant de connaître les Oui, déboires. bon bref Stéphane, de quoi va-t-on parler dans la deuxième heure d'Historiquement Vôtre ? De Sylvia Christel, Mathieu. Autant sur certains personnages historiques que nous évoquons ici, je vous soupçonne d'être assez inculte, autant Sylvia Christel, j'imagine que vous situez assez bien. Je ne vois pas du tout qui c'est. Emmanuel, vous savez, le fauteuil en rotin. Non, toujours pas. Vous savez, moi, je m'intéresse pas à la bagatelle comme vous, je suis un esthète. Hein. C'est pourquoi je vous raconterai le destin brisé d'une des plus belles voix de la pop, Whitney Houston. Non, mais le fauteuil en rotin, vous voyez vraiment Non pas mais n'insistez pas Stéphane, je n'ai pas vos vies. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre. Historiquement Vôtre, c'est chaque après-midi l'histoire sans se la raconter, avec Stéphane Bern et autour de 3 personnages assez différents, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui avaient toujours un point commun. Aujourd'hui, Stéphane, 3 femmes qui ont connu la gloire et puis ensuite les déboires. Après la marquise Louisa Casati, ses vrais bois et ses soirées enflammées qui ont fini par la consumer, je vous raconte l'inoubliable Emmanuel, la comédienne Sylvia Christel que tout le monde a trop vite oublié. Mais tout de suite... Il est 17h sur Europe 1. L'heure du flash avec vous, Yasmina Katou. La nouvelle loi sur les mesures anti-Covid entrera en vigueur le 9 août prochain, annonce de Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement précise, pour les acteurs des transports, de la restauration, des bars, il y aura évidemment ce temps d'adaptation et de rodage dans un premier temps. Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. Dans les trains et les avions, vous devrez présenter votre QR code probablement à partir du 7 août prochain. Le pass sanitaire dans les transports longue distance entrera en vigueur entre le 7 et le 10 août, annonce du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari chez nos confrères de BFM TV. Braquage dans une bijouterie Chaumet à Paris. 2 suspects ont été interpellés. Les 2 hommes ont été retrouvés sur une aire d'autoroute en Moselle. Une partie de leur butin en leur possession. Le braquage avait eu lieu hier près des Champs-Élysées. Un homme est venu à trottinette avec une arme de poing. Il est ensuite reparti en trottinette avec un butin estimé entre 2 et 3 millions d'euros. Un bilan mi-figue, mi-raisin pour les soldes et c'est Paris qui est le plus touché. La capitale vidée de ses touristes et des vacanciers en a fait les frais. Plus de la moitié des commerçants se sont dit pas satisfaits de leur activité. L'Alliance du commerce évoque une chute d'activité de plus de 20% pour les magasins de vêtements par rapport à 2019. En Grèce, un apiculteur arrêté après l'incendie de forêt à Athènes. L'homme de 64 ans est accusé d'être à l'origine du feu
qui a endommagé plusieurs habitations au nord d'Athènes. Il est soupçonné d'avoir brûlé des feuillages à proximité de ces ruches, là où est parti l'incendie. 310 pompiers ont dû être mobilisés. Le feu est aujourd'hui sous contrôle, disent les pompiers. Pfizer prévoit d'écouler plus de 33 millions de dollars de vaccins cette année, une somme atteinte grâce à des commandes portant sur plus de 2 milliards de doses à travers le monde. L'influenceuse Nabila paie une amende de 20 000 € pour pratiques commerciales trompeuses. La star de la télé-réalité a été épinglée par la répression des fraudes pour avoir fait la promotion d'un service boursier sans dire qu'elle était rémunérée pour. En 2018, dans une story Snapchat, Nabila mettait en avant la perspective de gains conséquents via un site boursier. D'autres publications d'influenceurs sont dans le collimateur de la répression des fraudes. Une victoire à l'arraché. À Tokyo, les handballeurs français se sont qualifiés pour les quarts de finale. Les Bleus ont battu l'Allemagne de justesse, 30-29. Et puis, les footballeurs français ont été battus de manière écrasante, 4-0 par le Japon. Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 17h03, vous êtes bien sur Europe 1. Tout de suite, la suite d'Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre. Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre. Nous sommes avec Stéphane à mi-chemin d'une émission qui l'intéresse particulièrement puisque c'est peut-être la trajectoire de sa carrière que nous évoquons à travers nos 3 récits de l'après-midi. 3 stars qui ont connu la gloire, puis les déboires. Alors, tant que le fisc ne met pas la main sur ses comptes à numéro que vous avez ouverts au Luxembourg, vous êtes tranquille, Stéphane. Hein. Oui, alors vous, en revanche, vous êtes dérangé, Mathieu. Mais pour une raison obscure, je vous aime bien quand même. Oui, cet après-midi, on réunit 3 femmes qui ont connu la gloire et les déboires. Après la marquise emplumée, puis ruinée, Luisa Casati, je vous raconte le destin érotico-tragique de Sylvia Kristel, inoubliable interprète d'Emmanuel. Emmanuel comme un soleil. Oui, beauté des années 70 qui a égayé les rêves de centaines de milliers d'adolescents, dont certainement vous, Mathieu. Non, c'était David. Eh bien, vous verrez, son histoire n'est pas très gaie. Pas plus que celle de notre 3e personnage du jour, Mathieu. En effet, Stéphane, je vous brosserai le portrait à 99% vrai d'une chanteuse 100% emblématique des dangers du showbiz. Bientôt 10 ans déjà que Whitney Houston nous a quittés. La diva qui, malgré le succès, ne s'était jamais vraiment remise d'une enfance fracassée et avait foncé tout droit dans l'alcool et la drogue. Bref, vous le pressentez, on va bien se poiler. Sans oublier nos chroniqueurs. David Castello-Lopez qui remonte aux origines du café gourmand. Tout à fait, cette invention marketing brillante pour les gens qui veulent un dessert mais qui ne veulent pas non plus vraiment un dessert. Et qui finissent avec encore plus de calories qu'un dessert. Olivier Pouls, encore d'autres calories. Moi je rééquilibre parce qu'avec mes petits farcis, on va prendre notre dose quotidienne de légumes, un plat équilibré, délicieux et puis tout à fait de saison. Dont vous nous raconterez l'histoire. L'histoire, évidemment, et puis je vous donnerai aussi quelques idées de recettes. Comment réussir une farce parfaite. Réussir une farce parfaite, voilà, qui est intéressant. Un peu comme cette émission qui est une farce totale au moment du quiz. Enfin bon, bref. Stéphane, il y a un autre moment que vous aimez dans l'émission. Oui, c'est le mot quiz, de la fin. Alors, vous me connaissez, Mathieu, comme un garçon poli et bien élevé. Vous allez me découvrir bad boy et rebelle. Ça va barder. Ça va barder. D'où vient cette expression? J'ai entendu ça toute mon enfance. Attention, ça va barder. Est-ce que ça bardait? Et ça bardait, oui. Je peux vous dire que ça bardait. Ça bardait, mais de quel côté? C'est vos parents qui vous grondaient ou c'est... Oui. Et plutôt vous rentriez dans votre chambre tout penaud. Voilà. Tout de suite, parce qu'il n'y a pas d'heure pour l'onanisme, Stéphane enfile son déshabillé de satin. Il s'installe sur le célèbre fauteuil en rotin pour nous raconter Sylvia Kristel, alias Emmanuel. Europe 1. 16h-18h. Historiquement Vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Mélodie d'amour, chantait le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu, chantait le poète au long bras, Pierre Bachelet. Lui aussi a le bras long et a surtout à cœur de nous raconter une histoire faite d'un peu d'amour et de beaucoup de déceptions. Stéphane Bern nous raconte le triste destin de celle qui fut l'inoubliable Emmanuel, Sylvia Kristel. Départ à destination de Bangkok, vol Air France 428, embarquement immédiat porte numéro 37. Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français. Nous sommes au début des années 70. Juste Jacquin travaille à l'adaptation d'un best-seller, Emmanuel, roman érotique, paru à la toute fin des années 50. Aucune actrice française devait entendre parler du projet. Alors, c'est à l'étranger, aux Pays-Bas précisément, que le réalisateur cherche son actrice principale. Pendant son audition, Sylvia Kristel, jeune comédienne de 20 ans, saisit sa chance.
Elle fait glisser d'un petit coup d'épaule la fine bretelle de la nuisette qui lui sert de robe. Dessous, il n'y a rien. Son audace et son talent payent. Sylvia Christel sera Emmanuelle, une femme de diplomate multipliant les expériences sexuelles dans la moiteur de Bangkok. Le film sort au mois de juin 1974 et profite du vent de relative fraîcheur qui souffle sur la France après l'élection un mois plus tôt de son nouveau jeune président, Valéry Giscard d'Estaing. La France pompidolienne n'aurait toléré le film qu'avec des coupes et des changements. Celle de VGE se veut plus moderne et l'autorise telle qu'elle. Emmanuelle n'est pas classé X, c'est un film grand public accessible à tous les majeurs. Mais la représentation assez franche des actes sexuels en fait un pionnier du genre érotique. À la sortie, les critiques sont mauvaises. Le diffuseur espère attirer 1,5 million de spectateurs, il s'est trompé. Il en aura près de 9 millions au total. Les Valseuses, avec Gérard Depardieu, Miu Miu et Patrick Devers, enregistrent la même année 5,7 millions d'entrées. Pour Emmanuelle, le carton est immense. Les files d'attente devant les cinémas interminables. La bande-son du film, interprétée par Pierre Bachelet, après un refus de Gainsbourg, est sur toutes les lèvres. Cet été 74, un frisson parcourt la France, comme la promesse de mœurs plus licencieuses. Le personnage principal du film ne répète-t-elle pas comme une philosophie qu'il faudrait mettre le couple hors la loi ? Emmanuelle devient un symbole, celui de la libération sexuelle. La jeune Sylvia Christel en est le visage. Très vite, l'actrice est happée, écrasée par son personnage, au point de disparaître derrière lui. Mais qui est-elle vraiment ? Sous les vêtements en lin, transparents et légers d'Emmanuelle, derrière le fauteuil en rotin où elle pose nue, il y a une jeune femme qui rêve d'une grande carrière. Sylvia est née le 28 septembre 1952 à Utrecht, aux Pays-Bas. Ses parents tiennent un hôtel près de la gare. Elle y passe une enfance plutôt terne avant d'entrer dans un pensionnat religieux. L'ambiance n'est pas très libre, mais elle y est tout de même heureuse, fume ses premières cigarettes en cachette et rêve de la vie des autres filles, celles qu'on regarde, qu'on aime, celles qui ont de l'argent. Sylvia est intelligente, très intelligente même. On lui mesure un QI de 165 qui fait d'elle une surdouée. Pourtant, les études ne seront pas pour elle. À 17 ans, elle quitte l'école et enchaîne les petits boulots. Secrétaire, vendeuse, mannequin. À l'agence qui l'emploie, elle dit vouloir jouer la comédie. En 1973, elle décroche 3 petits rôles dans des longs métrages et remporte la même année la couronne d'un concours de beauté international, Miss TV Europe. La véritable notoriété arrive l'année suivante avec Emmanuelle. Il faut dire que, plus encore qu'un succès au box-office, le film est un phénomène. Il reste à l'affiche plus de 10 ans à l'UGC Triomphe des Champs-Élysées. Pour certains touristes étrangers, notamment japonais, la séance est un passage obligé de leur parcours, aux dépens des plus grands musées de notre capitale. Emmanuelle est devenue culte. Sylvia, elle, s'amuse autant qu'elle subit les injures, les rumeurs. On la traite de garce et on colporte qu'elle a une liaison avec le président de la République. La comédienne a beau démentir et assurer que sa préférence va à François Mitterrand, rien n'y fait. Parallèlement, sa carrière ne décolle pas, malgré quelques apparitions plus traditionnelles, disons, chez Claude Chabrol, Jean-Pierre Mocky ou Roger Vadim. On ne lui propose que des rôles similaires aux personnages érotiques qu'il a rendus célèbres. Autre problème, l'actrice a besoin d'argent. Pour Emmanuelle, elle n'a touché qu'un tout petit cachet. Dans son contrat, elle n'a négocié aucun intéressement sur les entrées, ni sur les bénéfices. Le succès record du film ne lui rapporte donc rien. Alors, Sylvia Christel accepte de tourner des suites. 3 nouveaux opus qui l'enferment un peu plus encore dans son personnage. En 1981, l'actrice retrouve Juste Jacquin dans L'amant de Lady Chatterley. Elle tourne aussi aux États-Unis où elle s'est installée. Ces nouveaux projets ne rencontrent pas le même succès que le premier. Progressivement, les propositions se font plus rares. À Los Angeles, Sylvia rencontre un homme qui lui fait connaître la cocaïne. Elle a 30 ans et ne peut plus se passer de cette drogue et de l'alcool qu'elle consomme presque tous les jours dans les soirées californiennes. Avec les hommes non plus, c'est pas facile. Sylvia est timide, naïve, un tempérament qui ne colle pas à l'image que l'on a d'elle. Et puis pour beaucoup, elle n'est qu'un fantasme. Je suis un trophée, faisons l'amour avec Emmanuelle, l'experte est ce plaisir, puis retournons à la maison, expliquera-t-elle. Sylvia Christel cède aux avances de ceux qui la courtisent, parfois célèbres comme Warren Beatty, puis la délaisse. Elle ne trouve pas l'amour, divorce 2 fois. À défaut de tourner, elle peint et réussit presque à en vivre, ou plutôt à survivre. Sylvia a profité de la vie, n'a pas su gérer son argent et accuse son second époux de l'avoir spolié. Une chose est sûre, elle n'a plus rien, ou presque.
Dans les années 90, elle rencontre enfin l'amour et poursuit sa carrière de peintre aux Pays-Bas. Elle y retrouve aussi son fils Arthur, confié à sa grand-mère et qu'elle regrette de n'avoir pas vu grandir. Atteinte d'un cancer, elle guérit, raconte sa vraie vie à l'ombre du personnage célèbre dans une autobiographie nue, parue en 2006. Elle meurt 6 ans plus tard à Amsterdam d'un AVC, à seulement 60 ans. Sa plus grande fierté ? Les lettres de femmes qui lui racontaient combien Emmanuel les avait aidées à se libérer. Europe 1, Historiquement vôtre. Et pour continuer à parler de Sylvia Kristel, nous sommes avec la journaliste et réalisatrice Clélia Cohen. Bonjour Clélia. Oui, bonjour. Bonjour Clélia Cohen, on parle de l'icône Emmanuel à qui vous avez consacré un documentaire avec vous dans un court instant. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre et nos dames qui ont connu la gloire et les déboires continuent. On parle de Sylvia Kristel avec notre invité Stéphane, Clélia Cohen. Oui, Clélia Cohen, vous êtes journaliste, auteure et réalisatrice. Vous venez de signer Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français consacrée au phénomène Emmanuel. Le succès d'Emmanuel, c'est d'abord celui de son actrice principale, Sylvia Kristel. Vous, qu'est-ce qui vous touche chez cette femme et dans son destin ? Sylvia Kristel, c'est la fraîcheur. Elle a une fraîcheur incroyable. C'est vrai que le succès est évidemment dû à sa présence dans le film. Je pense qu'une autre actrice n'aurait pas fait le même effet. Elle a une grâce aussi. Hein. Il y a rien de vulgaire chez elle. Et moi, ce qui me touche particulièrement, je dirais, c'est qu'elle a une petite distance dans le regard. Il y a une petite réserve chez elle. Et je pense que c'est en partie dû au fait qu'elle était doublée pour le film. Et elle parlait pas suffisamment assez bien français encore à ce moment-là pour parler elle-même. Donc elle avait appris les dialogues en phonétique et elle a été ensuite doublée. Et je pense que ça donne un léger décalage à sa présence qui donne une grâce et aussi une sorte de pointe de mélancolie dans le regard. Voilà, il y a un petit voile toujours. C'est ça qui je trouvais très touchant. Évidemment, son destin ensuite malheureux me touche d'autant plus. Alors Clélia, je propose qu'on écoute un extrait de votre documentaire à voir actuellement sur le site arte.tv. Je vous présente Emmanuel. Bonjour. Mais la beauté de votre ami dépasse de beaucoup vos éloges. Je vous la prêterai si vous voulez. Et si je veux? Vous avez un très beau corps. Vous pourriez dire, vous portez une très belle robe. Je ne suis pas nue que je sache. Qu'est-ce que c'est l'érotisme et la pornographie? L'érotisme, c'est comme ça, au sommet de la montagne. Et si tu dépasses le sommet de la montagne, tu tombes de l'autre côté, tu tombes dans la pornographie. Et Sylvia, à l'arrivée en haut de la montagne, on pouvait lui mettre n'importe quoi, dans n'importe quelle situation scabreuse, elle restait impeccable et pure. Alors, Stéphane, dans son récit, nous disait que Sylvia Kristel, elle avait été choisie aussi parce que beaucoup de comédiennes avaient refusé le rôle. Mais il n'y a pas que ça. Le réalisateur Juste Jacquin, il l'a choisi parce qu'elle a un physique particulier qui est, on va dire, en dehors des canons plantureux de l'époque. Oui, complètement. Alors, je ne sais pas bien ce qu'il a vu. Lui, il raconte que quand elle est arrivée, tout de suite, il a su que c'était elle et qu'il fallait que ce soit elle. Après, évidemment, et cet fait est conduit par toutes les actrices françaises et beaucoup de mannequins aussi. Mais c'est vrai que quand elle arrive dans le film, en 74, c'est une apparition, cette fille. Elle rompt avec les canons du moment. Elle annonce les canons de la décennie 70, c'est-à-dire des physiques plus androgynes, les cheveux courts, qui ajoutent quelque chose d'assez troublant. Personne dans les actrices connues comme ça, glamour de l'époque, ne portait les cheveux courts à l'époque. Donc c'est un grand vent de fraîcheur et de modernité. Elle a une modernité folle pour l'époque. Et vous montrez dans votre film, Emmanuel a été un vrai phénomène de société. Vous soulignez d'ailleurs le contexte ambigu de cette époque. C'est la France d'entre-deux, entre mi-Pompidou, mi-Giscard, c'est-à-dire mi-corseté, mi-libéré. C'est un peu ça, en fond. C'est un peu ça, si on voulait faire un jeu de mots un peu grivois, on dirait que la France a le cul entre deux chaises à cette époque, c'est-à-dire qu'on sort quand même des années 68 avec une libération des esprits, une libération de la parole, mais les corps sont pas encore libérés. Les années Pompidou sont des années encore très dures en termes de censure, la religion a encore une mainmise extrêmement importante sur la société, donc bien sûr les élites intellectuelles, l'extrême gauche, ils ont commencé à voir d'autres choses avec mai 68, mais la société, le grand public, eux, ils sont encore sous un étau assez oppressant de la morale.
Et donc Emmanuel va arriver à un moment où Giscard d'Estaing vient d'être élu. Il y a vraiment une conjonction de signes, c'est-à-dire que Giscard est élu en mai 74 et Emmanuel sort en juin 74. Et c'est vrai que Giscard d'Estaing avait dès le début dit qu'il allait libérer un peu, desserrer la censure. Et Emmanuel s'engouffre dans cette brèche, donc sort dans des cinémas un circuit classique, et donc le grand public peut aller voir le film. Et c'est vraiment une conjonction de signes qui montre la décennie de ce qu'on va appeler la libération sexuelle. Alors Clélia, Stéphane a conclu son récit tout à l'heure par ces lettres envoyées par des femmes à Sylvia Kristel qui se disaient avoir été libérées sexuellement grâce au film. Oui. Qu'est-ce qui est si inédit dans ce film de révolutionnaire finalement ? Ça montre quand même une femme en pleine exploration de ses désirs, de son corps. Le film s'appelle Emmanuel, donc c'est vraiment l'héroïne que l'on suit dans sa quête. Donc ce qui a pu être révolutionnaire à l'époque, c'est qu'on voit une scène de masturbation féminine avec la jeune actrice Christine Boisson, toutes les deux, Emmanuel et sa jeune amie qui se masturbent. C'est quelque chose que le grand public n'avait pas forcément vu à l'époque. Donc ça met en valeur la recherche du plaisir féminin. Il y a aussi de l'amour entre femmes. Emmanuel tombe amoureuse de Marika Green, qui est une archéologue. En plus, c'est un personnage très libre, très indépendant. Donc, c'est pas anodin. Alors, bien sûr, l'amour entre femmes, c'est un vieux fantasme masculin, et le film joue sur cette ambiguïté. Mais malgré tout, ces images-là, elles s'impriment quelque part, je pense, dans l'esprit des femmes qui voient le film à l'époque. Mais on parlait des lettres de fans, mais c'est vrai que Sylvia Kristel a reçu aussi d'énormes critiques. Ça a été assez violent pour elle. On l'a traitée de garce, je ne vais pas utiliser tous les mots. Oui, bien sûr, c'est ce genre. De toute façon, quand on est révélé par un film à caractère sexuel, je pense plus tard à Kim Basinger ou à Sharon Stone, il y a toujours de toute façon un retour de bâton. Elle disait, elle, que ce qui était très dur pour elle, c'était les réactions souvent des gens dans la rue, dans la vie de tous les jours, qu'au supermarché, quand les gens la reconnaissaient, mais alors qu'elle n'était pas maquillée comme dans ses apparitions en glamour, ils étaient un peu déçus. Et elle avait une formule très mignonne. Elle disait les gens pensent que je fais des orgies toute la journée, alors que moi j'ai une vie très tranquille. Et John Wayne, est-ce qu'on s'imagine que lui il tue des Indiens toute la journée ? Moi c'est pareil. Donc elle avait aussi beaucoup d'humour et beaucoup de distance là-dessus. Elle était très très intelligente. Le film est resté, je crois, 12 ans à l'affiche à Paris. Comment Sylvia Kristel, elle l'a vécu, cette longévité à l'affiche, comme un fardeau finalement, ou comme une consécration ? Elle l'a vécu, j'imagine, au début elle a été grisée. Vous imaginez à 22 ans être sur les Champs-Élysées, là, dans son fauteuil en rotin avec son petit collier de perles, sa photo en énorme, est restée 12 ans. Donc je pense qu'au début elle est grisée. Et puis au bout d'un moment, elle sent bien que ça l'enferme aussi dans un rôle dont elle va avoir beaucoup de mal à sortir. Emmanuel, c'est aussi une esthétique, l'affiche, la typo, le fauteuil en rotin. Ça, on s'en souvient du fauteuil en rotin qui porte son nom. Ce qui est fou, et vous le montrez aussi avec votre documentaire, c'est qu'elle est toujours présente aujourd'hui. Dans quoi ? Dans la mode, je sais qu'il y a eu, par exemple, je crois que c'est Manu Payette qui a fait un spectacle. Il avait repris l'affiche. Il avait repris l'affiche d'Emmanuel. C'est très beau. Ça reste très présent dans notre inconscient collectif. Et oui, des gens qui se mettent en scène dans le fauteuil. On a même eu Daniel Craig qui s'est mis dans le fauteuil. Il y a eu des campagnes de pub l'année dernière, des grandes marques de luxe qui ont mis leurs mannequins dans un énorme fauteuil Emmanuel. Et moi-même hier... Vous étiez dans un fauteuil ? Ah non. Ah non, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais j'en ai pas. J'en ai pas, mais on en rêve, on en est plein de gens à rêver d'avoir un fauteuil Emmanuel chez soi. De toute façon, vous allez dans n'importe quel magasin de déco aujourd'hui. Il y a des palmiers, il y a des feuilles de palmier, il y a du rotin. Ils ont su créer. Jules Jacquin était photographe de mode, et c'est vrai qu'il avait un œil esthétique, un peu publicitaire, qui a créé une imagerie qui est encore très prégnante aujourd'hui. C'est un vrai coup d'état esthétique, si on peut dire. Écoutez, merci beaucoup Clélia Cohen d'avoir évoqué le destin de Sylvia Kristel. Pour mieux la connaître et comprendre ce phénomène, Emmanuel, je vous invite, chers auditeurs, à regarder Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français, actuellement sur le site arte.tv. Merci beaucoup Clélia Cohen. Merci beaucoup. Europe 1, historiquement vôtre.
Aujourd'hui, Historiquement Vôtre est donc consacré à ces stars qui ont connu la gloire, puis les déboires. Après Louisa Casati et Sylvia Christel, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une star internationale qui elle aussi a connu une triste déchéance. Oui, Stéphane, elle a connu les sommets des hit-parades avec ses tubes et du box-office dans les bras puissants de Kevin Costner. Hélas, trop de fêlures ont eu raison d'elle. Whitney Houston nous a quittés il y a déjà bientôt 10 ans. Qui était-elle vraiment au-delà des clichés? Certainement pas ce qu'en avait dit Gainsbourg chez Michel Drucker. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre. Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces stars qui ont connu la gloire mais aussi les déboires. Après Louisa Casati et Sylvia Christel, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une star internationale qui a connu les cimes de la gloire mais aussi hélas les abysses de l'addiction. Ce que vous dites est à la fois tellement beau et tellement vrai, Stéphane. Je tiens à vous féliciter pour ce lancement, même si c'est moi qui l'ai écrit. Oui, certaines stars sont si immenses qu'elles font l'objet d'un véritable culte post-mortem dont certains malandrins un peu scrupuleux tentent de tirer profit. La photo de Nana Mouskouri qui s'est fait vacciner, ça vous intéresse? C'est d'une star. Elle vit toujours. C'est d'une star et elle est en pleine forme. Presque aussi grande que Nana Mouskouri dont je vous parle cet après-midi, puisque je vous raconte le destin de Whitney Houston, qui, cela dit, c'est pas une blague, a vendu moins d'albums que Nana. Oui. 200 millions pour Whitney, plus de 300 millions pour votre Nana Mouskouri. Confirmant le théorème de Bern selon lequel Nana Mouskouri... Il n'y a pas mieux. Qui eût cru aussi que Nana Mouskouri survivrait à Whitney Houston? Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, il y a déjà presque 10 ans qu'une des plus grandes voix de la musique américaine nous a quittés. Elle laisse plusieurs tubes, dont celui qu'on a tous chanté un jour, vous, moi, Olivier, David, la grand-mère portugaise de David. Pour le meilleur et bien souvent pour le pire. On l'embrasse. Et la grand-mère de David est loin d'être le pire. Nous en avons eu un effroyable aperçu il y a quelques temps dans l'émission de TF1 4 mariages et une lune de miel, où soudain, comme dans trop de mariages en France, la mariée a cru qu'elle allait émouvoir le marié en lui chantant du Whitney Houston, alors qu'elle allait juste lui faire regretter d'avoir dit oui. J'aimerais te chanter une chanson qu'on aime tous les deux. Donc c'est I Will Always Love You de Whitney Houston. And on peut dire non finalement? Whitney Houston, c'est l'histoire tragique d'une artiste qui a eu la chance de naître avec une voix en or, pas comme cette personne qu'on vient d'entendre, mais la malchance de grandir avec un entourage toxique. Car oui, n'en déplaise à David, la vie ce n'est pas que des fun facts, c'est aussi des sad facts. Il n'y a pas que les camions qui font bip bip, David. Camion. Non, mon David, non. Il y a aussi des malédictions comme celle de Whitney Houston. La petite Whitney grandit dans le ghetto de Newark, ballottée de foyer en foyer. Sa mère, Sissi, pas celle que vous affectionnez, Stéphane, est chanteuse de gospel et choriste. Obnubilée par sa carrière, elle laisse à d'autres le soin de s'occuper de sa fille. Son père, un homme d'affaires un peu magouilleur, coureur de jupons, manager du groupe de sa femme dans les années 60. Ses frères aînés, eux, zonent dans le quartier et initient Whitney aux joies simples de la vie, la marelle, les œufs brouillés et bien sûr la drogue. L'un d'eux, Michael, explique: nous étions si proches, je savais qu'elle goûterait un jour à la marijuana, alors quand elle a eu 16 ans, j'ai préféré prendre l'initiative. La drogue déjà et des abus, peut-être. Elle dira avoir été victime d'agressions sexuelles. Son frère Gary confirmera en disant que lui aussi, plusieurs proches désignent même le coupable, la coupable en fait, une femme, Didi Warwick, la sœur de sa tante qui n'ira toujours en bloc. Avec sa voix hors du commun et une mère choriste, sachant aussi que sa marraine est une certaine Aretha Franklin, Whitney se fait repérer très vite alors qu'elle chante dans un nightclub de Manhattan. Elle a 18 ans et Clive Davis, un puissant patron de label, va la prendre en main, la façonner en lui choisissant ses chansons. Les ventes de ses 2 premiers albums n'atteignent des sommets. 7 titres d'affilée sont classés numéro 1. Elle surpasse même le record des Beatles. Comme elle est très famille, trop certainement, dès ses premiers cachets, elle salarie ses 2 frères toxicomanes et alcooliques. Le père s'immisce dans ses affaires, puis ses belles-sœurs et plus tard ses beaux-frères qui s'improviseront garde du corps. À 20 ans, toute la famille, et même la famille étendue, vit à ses crochets. Bien sûr, elle gagne des dizaines de millions de dollars, est une star, mais elle n'est pas épargnée par les critiques qui lui reprochent une musique trop fade, loin du gospel. On lui reproche d'avoir oublié ses racines. Son petit surnom sympa, Oreo, comme ce cookie noir fourré de chocolat blanc. Côté cœur, toujours pas de fun fact en vue, David. Oui, Whitney semble avoir connu à un moment de sa vie un amour réciproque. Problème, en tout cas aux yeux de sa famille, c'était avec une femme, Robin Crawford, qui a longtemps bossé avec elle et qui était souvent présentée comme sa meilleure amie. Elle était en réalité un peu plus que ça, Stéphane, si vous voyez ce que je veux dire. La figue et les abricots. Oui.
mais bref. Oui, sous la pression de sa mère, Whitney renonce à cette relation. Bah oui, elle a raison, maman Houston. Pourquoi rester avec une femme qu'on aime et qui est gentille quand on peut se mettre en couple avec Bobby Brown? Rappeur déjà en perte de vitesse au milieu des années 90, Bobby Brown est une petite frappe qui jouit d'un casier judiciaire épais, addiction à l'héroïne, tabassage, violence conjugale. Whitney se dit que c'est un bon choix. Ils se marient en 92. Leur fille, Bobby Christina, naît en même temps que le triomphe du film Bodyguard, dont on a déjà parlé ici, et qui permet à Whitney de franchir un nouveau cap de célébrité grâce à la chanson préférée de la grand-mère de David. Mais voilà, comme Bobby Brown est vraiment un type super, il jalouse le succès de sa femme. Ça commence à s'engueuler. Ensemble, ils vont sombrer. Il faut dire qu'ils font la paire. Lui est alcoolique, elle accro à la cocaïne. La brave Robin Crawford, qui jusqu'alors continuait de veiller un peu sur Whitney, en n'étant plus que son ami, jette l'éponge. Whitney et Bobby se retrouvent seuls face à leurs addictions, libres de se défoncer à longueur de journée. Ils se foutent sur la gueule, se réconcilient, entrent dans une secte. Bobby entre et sort de prison, elle de désintox. La productivité artistique de Whitney commence à inquiéter. La maison disque a dépensé 5 millions en 4 ans pour 2 chansons. Pour avoir un élément de comparaison, on va pas en dépenser 5 millions aussi pour Stéphane, mais pour 200 émissions. C'est beaucoup plus rentable. Ah non. Oui. Oh, j'aurais adoré. Une bonne affaire. Le plus sad fact dans tout ça, leur fille, Bobby Christina, est placée auprès d'une tante, mais elle a eu le temps d'apercevoir les engueulades, les pipes à crack et les photos de famille sur lesquelles papa a arraché la tête de maman. Sympa. Le divorce en 2006 ne change rien ou si peu. Whitney lutte avec un coach vocal pour retrouver sa voix perdue. La magie s'est envolée. Sa dernière tournée a viré à la catastrophe. Elle est contrainte d'annuler faute de souffle. La veille des Grammy Awards où elle devait tenter de chanter, on la voit en soirée titubante à la recherche de drogue. Quelques heures plus tard, en ce 11 février 2012, ses gardes du corps la retrouveront morte dans la baignoire de sa chambre d'hôtel, victime d'une overdose. Ultime sad fact, David, sa fille Bobby Christina décédera de l'exacte même manière, overdose de coke dans une baignoire à seulement 22 ans. Whitney, elle en avait 48. Alors, amis jeunes, si vous nous écoutez, je vous en supplie, soyez vigilants, surveillez votre consommation d'alcool et surtout, osez dire à un ami, un proche, un collègue qui à l'évidence ne se contrôle plus, tu bois trop, lève le pied. Moi, je n'ai pas encore osé le dire à Stéphane et par moments, j'ai peur d'avoir à le regretter un jour. Alors, le programme de demain. Où en étais-je allez, réservez-moi du rosé avec un peu de figue. Oh mon Dieu, Stéphane, que de déboires en perspective. Je vous le dis, arrêtez de boire. Je ne bois pas. Merci Mathieu. Merci beaucoup Mathieu. Ça donne envie. La ça donne envie, elle est terrible. C'est videm.com. Overdose de cocaïne, c'est-à-dire le cœur qui s'emballe. C'est l'overdose de cocaïne provoque ça, je vous le dis, vous qui avez vécu en Colombie. Pourquoi ils prennent tous un bain ensuite? C'est ça qui est bizarre. Oui, je crois souvent que c'est dans le bain que ça arrive. Mais c'est pas ça qui les a tués, Stéphane. Oui. C'est la coke avant. Europe 1, historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour pour retrouver des chroniqueurs qui, eux, ne connaissent jamais de déboire. C'est vrai Stéphane, même s'ils ne connaissent pas la gloire non plus. Mais ils sont épatants, avec eux on décrypte notre quotidien en remontant aux origines. Et aujourd'hui, c'est très gastronomique dans cette émission. Olivier Pouls, évidemment, vous nous parlez d'une recette, les petits farcis. Oui, savez-vous farcir les petits légumes C'est pas évident, Ça, faut faire entrer plein de choses dans une toute... Pardon. Ouais, bon, ok. Ok, on va passer à la suite. Oui, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à toi, Stéphane. Le mot de la fin, Stéphane, c'est vous qui l'aurez. Oui. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, si vous êtes en état? Ça va barder. Ça va barder pour qui? Pas pour qui veut, mais ça va barder. D'où vient cette expression, ça va barder? On entend ça souvent. On entend ça, de ça mon souvent. temps, on entendait ça. Effectivement, années 50, début des années 60, on l'entendait beaucoup. Et tout de suite, David Castello-Lopez est prêt à nous entraîner aux origines d'une invention récente qui nous régale en fin de repas au restaurant, le café gourmand. Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui aime remonter aux origines des objets de notre quotidien, des objets et aussi des inventions qui font partie de notre quotidien. David Castello-Lopez, aujourd'hui vous avez enquêté sur le café gourmand. Ouais. Le café gourmand, c'est vraiment le truc qui est fait pour les gens qui veulent un dessert, mais qui ne veulent pas non plus vraiment un dessert. C'est fait pour moi. On pense souvent que c'est légèrement moins cher qu'un dessert. Ça peut arriver que ce soit un petit peu moins cher. D'autre part aussi, on a l'impression que ça fait moins grossir qu'un vrai dessert. Oui. Et ça, c'est pas vrai.
C'est pas vrai, ça fait même des fois plus grossir, donc de ce côté-là, aucun intérêt. Mais moi j'aime bien quand même le café gourmand, notamment parce que ce sont des petites choses miniatures, des versions plus petites de choses plus grandes, et moi j'ai gardé ma fascination d'enfant pour les choses miniatures. Vous voyez, les tout petits macarons à l'abricot, c'est tout mignon comme ça. Moi ça me plaît de voir ça, c'est tout mignon. Quand j'étais petit, moi le café gourmand ça n'existait pas. Aujourd'hui il y en a partout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, la question que je me pose aujourd'hui. Eh bien, j'ai fait comme d'habitude, j'ai cherché et comme d'habitude, j'ai trouvé. Bonjour, je m'appelle Bernard Boutboul et c'est moi qui ai inventé le café gourmand. Ouais. Il a inventé. Et voilà. Comment vous l'avez retrouvé, Bernard Boutboul ? Et moi, vous savez quoi, d'avoir devant moi le monsieur qui a inventé le café gourmand et de savoir qu'il s'appelle Bernard, ça me fait super plaisir. Voilà, il y a qu'un Bernard qui peut Merci Bernard. Merci Bernard. Émission des années 80. Même si on va le voir, le café gourmand, c'est plutôt une co-invention, mais c'est quand même un peu initié par Bernard Boutboul. Bernard Boutboul, il est né dans les années 50 à Bourg-la-Reine, qui est une ville dont j'ai déjà parlé dans une chronique ici, parce que c'était la ville de naissance d'un autre inventeur. Oui. Est-ce que votre mémoire prodigieuse se souvient duquel ? Stéphane, non. François Hennebique, l'inventeur du béton armé. Du béton armé. Du béton armé. Et par ailleurs, c'est aussi à Bourg-la-Reine qu'est enterré le chanteur Carlos. Si jamais vous voulez aller jeter un œil à sa tombe, elle est très jolie, il y a une petite gravure de lui dessus, j'y suis allé, je vous la conseille. Bernard, il a commencé sa carrière comme serveur, puis il a continué comme cuisinier, et à la fin des années 80, il a créé une entreprise qui s'appelle Gira Conseil. J'y suis allé dans les locaux de cette entreprise. C'est un open space assez sympa, il y a une fontaine à eau, il y a des agrafeuses professionnelles, vous savez, celles qu'on n'a pas chez soi et qui agrafent vraiment très très bien. Il y a suffisamment de papier dans l'imprimante. J'ai bien aimé mon petit séjour là-bas. Gira Conseil, c'est quoi ? C'est une entreprise qui aide les restaurants et les chaînes de restaurants à trouver des idées pour gagner plus d'argent. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé avec le café gourmand en 1990. Est-ce que vous connaissez la chaîne de restaurants La Criée ? Oui, bien sûr. Une chaîne de restaurants de poissons, il y en a une 50aine en France. Et La Criée, en 1990, s'est un petit peu énervé parce qu'il ne vendait pas assez de desserts. Et du coup, il y a un monsieur qui s'appelle Hervé Gourlaouen, que j'ai rencontré aussi, qui était le directeur général de la chaîne. Et ce monsieur, il a appelé Bernard Boutboul, qu'il connaissait bien. Et ensemble, ils ont réfléchi à comment doper les ventes de desserts. Et ils ont fini par se dire... Attends, mais si on faisait comme dans les grands restaurants qui servent des milliardises gratuites avec le café, mais sauf que nous, en fait, on les ferait payer et on appellerait ça le café gourmand. C'est une trop bonne idée. Et en septembre 1990, le premier café gourmand de l'histoire du monde est servi à La Criée. Bon, il faut le dire, c'est quand même juste une invention marketing. C'est vraiment créer une ligne sur un menu qui combine ce qui était avant séparé en deux lignes différentes, café et dessert. Mais ça a eu énormément de succès. En 2014, par exemple, selon Bernard Boutboul, c'est selon lui, qui a un petit peu d'intérêt puisqu'il l'a inventé, il y a 320 millions de cafés gourmands qui auraient été vendus en France. J'ai fait le calcul et je suis obligé de dire que je pense que c'est un petit peu exagéré. Parce que 320 millions de cafés gourmands en un an, ça fait 10 cafés gourmands par seconde, tous les jours, tout le temps, même la nuit. Et je n'y crois pas. Vous voyez, je n'y crois pas. Je pense que c'est trop. Je pense que c'est moins de cafés gourmands que ça. Mais quand même, ça a quand même beaucoup de succès. Aujourd'hui, il y a 70% des restaurants qui proposent du café gourmand. Il y a des livres de cuisine qui sont consacrés uniquement à ça. J'ai même trouvé un manga porno gay japonais qui s'appelle Café gourmand et qui se passe un petit peu à Paris. Et il y a les gens qui font l'amour dans une ambiance un petit peu parisienne, mais on sent que ça devait sonner un petit peu français, Café gourmand. Donc ce manga porno gay s'appelle Café gourmand, sans compter enfin le groupe de musique 3 cafés gourmands qui d'une certaine façon n'aurait jamais existé sans Bernard Boutboul et Hervé Gourlaouen. Donc merci à eux. Salut, merci et beaucoup David. Et on remercie, en remerciant David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site d'europe1.fr. On reste dans le domaine de la gastronomie avec un bon petit plat, bien de chez nous et plus précisément de Nice, les petits farcis avec Olivier Pouls. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. C'est très risqué ce que fait Olivier Pouls aujourd'hui, nous parler des petits farcis niçois, sachant que ma grand-mère est niçoise et qu'elle me préparait des petits farcis. Est-ce que vous pouvez rivaliser avec ma grand-mère, Olivier ? Certainement pas, et peut-être que je peux d'ailleurs vous donner la main sur cette chronique et vous me laisser la faire. Ne m'a jamais donné la recette. Moi, je m'installais à table et les petits farcis arrivaient directement à moi. Bon, écoutez, voilà Matounet, les petits farcis. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne vous en ferai jamais parce que rien ne peut jamais remplacer la cuisine d'une grand-mère, c'est proprement impossible. Alors, les petits farcis, c'est évidemment typique de la cuisine méditerranéenne. Probablement sont-ils nés en Grèce avant de se répandre dans d'autres régions, notamment dans la région de Nice. Alors, c'est un plat évidemment typiquement familial qui avait
pour double objectif, en fait, d'utiliser les légumes du jardin, puisque beaucoup d'habitants de la région, dans cette terre bénie, toujours ensoleillée, avaient des légumes dans le jardin, les tomates, les courgettes, les poivrons, etc. Et puis aussi de récupérer des restes, notamment de viande, dont on ne savait plus très bien quoi faire. C'est une manière de les accommoder aussi. Et donc la première idée de ces petits farcis, c'est un plat très économique. Les légumes du jardin et puis des restes de viande. Il n'y a évidemment aucune recette officielle des petits farcis, puisque chaque famille a son petit secret, son tour de main, une manière de réaliser la farce. Alors, une farce qui est en général donc à base de viande, on peut aujourd'hui le décliner à base de légumes aussi, parfois d'un peu de pain, voire de riz, même si les puristes ne valident pas le riz ou la chair à saucisse. Ils valident plutôt une viande qui soit plutôt de la viande de veau ou de la viande de bœuf, du jambon par exemple, mais pas la chair à saucisse telle qu'aujourd'hui on a un peu tendance à la mettre dans les petits farcis. Probablement votre grand-mère ne devait pas en mettre. Non, elle était une puriste. Et le plus célèbre des petits farcis, c'est évidemment la tomate farcie, qui est arrivée très tard, figurez-vous, dans le nord du pays, notamment à Paris. La tomate arrive au XVIe siècle, mais elle va traîner pour se répandre en France. Et à Paris, c'est les sans-culottes venus du sud de la France qui vont l'emmener au moment de la Révolution. Et on va découvrir alors la tomate farcie. C'était rouge. Et puis surtout, on la confondait aussi avec un autre fruit qui, lui, était absolument vénéneux et qui ressemblait beaucoup, donc on se méfiait de la tomate. Elle a mis longtemps à s'imposer. Mais pour ce qui est des petits farcis, voilà ma recette, qui n'a pas la prétention, mon cher Mathieu, de concurrencer celle de votre grand-mère. Les petits farcis d'un Belge, ça vaut ce que ça vaut. Ouais, farcis de frites. Donc, non, mais qui sont bonnes quand même. Donc, c'est les tomates. Là, on commence à avoir les premières belles tomates de saison. Moi, je prends des pâtissons, vous savez, c'est ces petites courgettes rondes, c'est très bon aussi. Bon. Les poivrons, je trouve que ça marche extrêmement bien. On peut prendre des aubergines. Et pour ce qui est de la farce, alors moi, je fais un mélange de veau, que je trouve assez tendre, 200 grammes de veau, 100 grammes de jambon coupé en tout petits morceaux, 100 grammes de bœuf. Et alors, pour la rendre onctueuse, je rajoute une cuillère à soupe de fromage frais, un œuf, des herbes du jardin, alors tout ce qu'on trouve, persil, ciboulette, thym, coriandre, on hache ça, un petit oignon, un petit peu de parmesan, une petite gousse d'ail, et puis de l'huile d'olive. Alors on va faire revenir notre oignon, l'ail, on va ensuite rajouter toutes les viandes en dehors du feu, l'œuf qu'on va casser dedans, le parmesan, le fromage, et puis les légumes, c'est très simple, simplement les tomates, on coupe le chapeau, on les évide et on remet la chair dans la farce pour pas la gâcher. Les pâtissons, il faut les blanchir une petite dizaine de minutes pour commencer à les pré-cuire. Et puis, voilà, on remplit tous ces légumes. Un plat, moi je mets un lit de riz que j'ai pré-cuit, de manière à ce que le riz ensuite puisse bien s'imbiber de tout le jus qui va sortir. Et puis ça, c'est comme pour... et puis ça va les stabiliser, ils vont se tenir bien droit. Et puis vraiment, on va récupérer la sauce, ça va être délicieux. Une cuisson de 20-25 minutes dans un four à 170 degrés. Et puis il n'y a plus qu'à déguster. Le riz, il est déjà tout imbibé des sucs de la viande et des légumes. C'est absolument délicieux. Bon, je vous les ferai goûter, vous me direz ce que vous en pensez. Écoutez, merci beaucoup Olivier pour cette tentative de recette des petits farcis qui nous a quand même mis l'eau à la bouche. On trouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Je goûterai vos petits farcis, mais attention à vous, s'ils ne sont pas bons, ça va barder. Stéphane, ça va barder. D'où vient cette expression ? 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, c'est aussi l'histoire des mots et des expressions qu'on emploie, parfois sans savoir d'où ils viennent. Stéphane, quelle expression vous nous décortiquez aujourd'hui ? Bon, écoutez, il y a, quand les esprits s'échauffent, quand on est proche d'un clash, il y a une expression qui résume cette ambiance orageuse. On dit « ça va barder ». Oui. On le dit. Oui, on le dit. Non, mais par exemple, vous l'avez dit à votre fils, range ta chambre ou ça va barder. Oui, non, c'est possible que je l'ai dit en plus. D'où ça vient ? Eh bien, c'est vers l'univers militaire qu'il faut chercher l'explication de cette expression. Plus précisément, à la fin du 19e siècle, barder à l'armée, c'est être obligé d'accomplir une corvée, un travail pénible que personne n'a envie de faire. Barde, avec un D à la fin, c'est une civière et transporter les blessés était toujours une tâche ardue. Dans des temps encore plus reculés, la barde était une armure particulièrement lourde que les chevaliers portaient, mais aussi les chevaux. Le point commun à tout ça, c'est la lourdeur. Si personne ne sait vraiment comment on est passé de la pénibilité à la colère, l'origine militaire ne fait aucun doute. Les amateurs d'expressions argotiques connaissent la mise en garde. Fais attention, ça va barder pour ton matricule.
D'ailleurs, je crois qu'on dit toujours un barda, non pour, Oui, on dit le barda. Quand il faut porter Oui, c'est le quelque chose d'un barda peu lourd. militaire. C'est que ce bordel. Pour Ça, c'est dire, autre chose. non, un barda, vous savez, les militaires, Oui, vraiment, c'est ça, c'est un ce qu'ils ont à barda. apporter. Voilà. Pour dire, ça va barder en Angleterre, on dit sparks are going to fly. Ah, c'est les beau. étincelles vont voler. Aux États-Unis, c'est the shit is gonna hit the fan. c'est très grossier. C'est deux expressions qui, Oui, quand on les met comme oui. ça en parallèle, ça fait vraiment la différence entre les Américains et les C'est- Anglais. Je vous prie de m'excuser si vous parlez la langue Oui. américaine, c'est très grossier. Oui. Sachez juste que c'est une sorte d'excréments qui vont se retrouver, on ne sait comment, dans un ventilo. D'où l'expression ça va chier dans le ventilo. Non, c'est la vraie film. Oui, absolument. En Espagne, on préfère se van a enterar de lo que vale un pene, qui en français donne ils vont apprendre que ça coûte un peigne. Voilà une expression pleine de mystère, car disez-moi si je me trompe, mais un peigne reste financièrement abordable à l'achat, sauf quand on a la peña et qu'on porte la mantilla en Espagne. Ah oui. Et là, c'est vrai que ça donne du boulot. Que ça barde ou que ça barde pas, n'oubliez pas que la peur mène à la colère à la haine à la souffrance. C'est une citation d'un grand philosophe, Maître Yoda. Non, oui, Star dans Star Wars. Wars, je l'ai reconnu aussi. Mais- Vous savez quoi, Stéphane? Tous les jours, vous m'éclairez sur la langue française, mais aujourd'hui, vous m'avez éclairé sur un de mes films cultes d'enfants, qui, donc, si je ne me trompe pas, doit être un Y a-t-il un flic ou y a-t-il un flic pour sauver le président, ou alors y a-t-il un pilote dans l'avion? Il y a cette réplique, ça va chier dans le ventilo. C'est Où une qu'on traduction. voit- The où on shit voit- is gonna hit the Où fan. on voit effectivement un pigeon qui chie dans un ventilo au moment où la personne dit ça. Et je me suis toujours demandé, enfin bon, ça me fait rire comme ça de manière absurde. Et là, je viens de comprendre que l'expression anglaise, et que donc ça avait un sens dans la version américaine évidemment du film, It's gonna shit through the fan, quelque chose comme ça. Shit's gonna hit the Et que donc l'incarnation visuelle de la chose était drôle. Et je comprends qu'en français, ils ont été obligés de le traduire par ça va chier dans le ventilo. Exactement. Bravo, Stéphane. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était aujourd'hui consacré à ces stars qui, après la gloire, ont connu pas mal de déboires, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors Stéphane, justement, quel conseil donneriez-vous aux stars qui nous écoutent pour éviter de sombrer dans l'alcool, la drogue et tout autre vice? Comment vous faites personnellement? Avoir une colonne vertébrale. Une colonne Et vertébrale. puis faire les choses comme nous le faisons ici, dans Sans le jamais se plaisir, prendre dans au la sérieux. joie. Faire son travail sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. Si vous réussissez à tenir le coup, c'est aussi certainement grâce à cette certitude formidable que vous avez, qui est de me retrouver demain. Ça doit être ça, Mathieu. Oui, oui. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Il y a quelque chose de ça. Demain, quel sera le programme, Stéphane? Alors, demain, coucou les casse-cous. Coucou les casse-cous, Oui. c'est un titre digne d'une émission pour enfants des années 80, on a hâte. On réunit des casse-coups. Et pas n'importe lesquels. Le génie du burlesque Buster Keaton. Le comédien Steve McQueen, dont les sorties de route ont été nombreuses. Et les Jackass, une belle bande de casse-coups. Vous les connaissez, Stéphane, Ah bah les oui, Jackass? ça, oui, j'ai vu leurs exploits. Vous avez jamais reproduit leurs exploits? Non, hein. jamais, c'est très dangereux. C'est un peu dangereux, ne le faites pas à la maison. À demain, Stéphane, à demain, les amis. Tout de suite, c'est Europe Soir avec Thierry Dagiral. Bonsoir, Thierry. Bonsoir Mathieu, bonsoir Stéphane. On vous retrouve bien sûr demain dès 16h avec plaisir. Belle soirée à vous deux.